Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Voici les titres de ce vendredi 19 mars. Un confinement 7 jours sur 7, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi soir. 16 départements dont les Yvelines sont concernés. Nous parlerons de ce troisième confinement avec nos deux invités, Didier Bécher, député des Yvelines, et Fabien Leduigou du syndicat SNES FSU 78. L'actualité, c'était aussi la visite de Gérard Larcher, président du Sénat, au centre de vaccination de Rambouillet ce vendredi. Retour sur ce déplacement. Enfin, comme chaque semaine, Célia Gatsongo vous proposera ses idées sorties et loisirs. Cette fois-ci, nous y sommes. Le Premier ministre l'a annoncé jeudi soir. Un confinement 7 jours sur 7 pour 16 départements. Les Yvelines, tout comme l'ensemble de l'Île-de-France, sont concernés. Ce troisième confinement, il débute ce vendredi 19 mars minuit et doit durer 4 semaines minimum. D'abord, le confinement n'annule pas le couvre-feu. Il passe tout de même de 18h à 19h pour s'adapter à l'heure d'été. Ensuite, ce qui change pour les territoires concernés, les déplacements entre régions sont interdits. Les commerces non essentiels sont fermés, sauf les librairies et les coiffeurs désormais essentiels. En revanche, les écoles et les collèges restent ouverts, tout comme les commerces alimentaires et courses de première nécessité. Enfin, les sorties sont autorisées, que ce soit pour s'aérer, se promener ou faire du sport, mais uniquement dans un rayon de 10 km autour de chez soi, sans limite de temps toutefois. Et avant d'accueillir notre invité, on écoute quelques réactions des élus yvelinois recueillies par les journalistes de la rédaction de TV78. On a été vraiment cette fois-ci consultés. C'était peut-être la première fois que ça se passait comme ça. Vous savez que j'ai tapé un peu du poing sur la table, ça ne pouvait pas durer. Tout ne peut pas se décider en Conseil de défense. On en a maintenant pour 4 semaines en Île-de-France. En même temps, il faut faire preuve d'une solidarité parce que les équipes en réa, elles sont aujourd'hui incroyablement sollicitées, que ce soit l'hôpital public, que ce soit l'hôpital privé. Il faut avoir une pensée pour tout cela. C'est un confinement sans être un confinement, puisqu'on a le droit de faire quasiment ce qu'on veut, sauf malheureusement pour les commerces non essentiels, mais quasiment ce qu'on veut sur un périmètre de 10 km. On repousse le couvre-feu de 18h à 19h. À une époque, on nous disait qu'il fallait être enfermé, aujourd'hui qu'il faut être dehors. Un peu abattu, hein. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu autant de loupés sur la vaccination, on aurait peut-être pu s'éviter ce reconfinement qui n'en est pas un, puisqu'il garde quand même une certaine souplesse. Voilà, donc moi, pas de polémique, on avance, le département sera présent. Je crois qu'on a tous pris un coup sur la tête, même si on pouvait s'y attendre vu les chiffres. Après, j'ai peur, moi, que ce soit encore un peu des demi-mesures, en fait, parce que le télétravail est encouragé, mais pas forcément obligatoire. Que les écoles restent ouvertes, je trouve ça c'est très bien, et je pense qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Pour parler de ce confinement 7 jours sur 7 dans les Yvelines et dans 15 autres départements, nous accueillons avec nous en plateau Didier Bécher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, le député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. Tout d'abord, on l'a entendu, que répondez-vous aux élus qui se sont exprimés sur ce confinement ? Je vois que globalement, on est sur une forme de cohésion sur le territoire, hein, puisque c'est vrai qu'il y a, sur le plan sanitaire, il faut le dire, un travail qui est fait, coordonné par le préfet des Yvelines, avec l'ARS et l'ensemble des élus locaux, particulièrement les présidents d'agglomération et les maires des villes. Et c'est vrai que ça se passe plutôt bien dans les Yvelines, donc on le sent dans les commentaires. Maintenant, personne n'est ravi de ce nouvel épisode de confinement. Très rapidement, hein, on a quand même eu 3 phases là, qui sont assez compliquées. On a eu ce mois de janvier avec une croissance qui était plutôt molle du nombre de cas, un plateau en février. Hein, on a eu un vrai plateau au mois de février, je pense, les premiers effets de la vaccination. Et puis, on a 30% d'augmentation les 15 premiers jours de mars avec cette accélération due au variant anglais qui prend tout le monde de court et qui fait que sur le plan sanitaire, on est obligé d'écouter les soignants. On est obligé de faire le constat de la saturation des lits de réanimation dans les Yvelines et en Île-de-France qui a conduit à cette décision hier soir. Et donc, on se retrouve avec un confinement 7 jours sur 7 pour les Yvelines et puis évidemment 16 autres départements, moins strict qu'en mars dernier, on l'a compris aussi. Est-ce que c'est un aveu d'échec, le fait de reconfiner pour le gouvernement ? Et pensez-vous que les Yvelinois vont l'accepter ? Je pense que tout le monde en a assez depuis 12 mois. C'est vrai que c'est difficile. Encore une fois, je pense que ces variants, ces mutations de virus sont compliquées et il n'y a que la vaccination qui nous permettra de sortir de cette situation.
fermer... Mais vous vouliez quand même éviter ce confinement, Bien sûr, ce troisième confinement. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, souvenez-vous, quand le président de la République a pris cette décision fin janvier, on a bien vu d'ailleurs en février qu'il y a eu ce plateau. Malheureusement, et c'est 80% des cas maintenant, c'est le variant anglais en fait qui a mis la pagaille. Moi je pense qu'on ne peut pas faire de pari sur la santé des Français et des Yvelinois. Voilà, on a écouté les soignants, on sait la capacité de nos hôpitaux. Il y a eu une croissance de 30% des lits en réanimation en Ile-de-France, donc c'est une progression qui a été importante au cours de ces derniers mois. Voilà, maintenant il n'y a plus de place, il faut absolument casser la chaîne de progression du virus. Et on sait, même si ce confinement, on va pouvoir aller à l'extérieur, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'aller à l'extérieur, c'était pas forcément dangereux. Par contre, il faut qu'on évite, coûte que coûte, de se croiser dans les magasins. On l'avait vu précédemment avec la fermeture des grands centres commerciaux. Et justement, nous allons y venir. Les commerces dits non essentiels vont fermer leurs portes ce vendredi 19 mars minuit. Mais les libraires, les coiffeurs, par exemple, qui n'étaient pas des commerces essentiels en novembre dernier, le sont aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'y perd pas un peu? Est-ce qu'il y a d'autres commerces qui vont rejoindre ces commerces dits essentiels? Et surtout, qu'est-ce que cela change avec le deuxième confinement comparé à ce deuxième confinement? En fait, c'est les enseignements des deux premiers confinements. Si vous vous souvenez ce qui s'était passé en particulier sur le premier confinement, on s'était rendu compte que la fermeture des coiffeurs, par exemple, qui avait mis en place un protocole sanitaire extrêmement strict, n'était pas nécessaire. Les libraires aussi. Et là, on est aussi dans la considération de l'état psychologique. Après un an, il faut aussi être en capacité de pouvoir aller chercher de la lecture, pouvoir peut-être se faire plaisir en se faisant couper les cheveux à un moment donné. C'est aussi ça, c'est cette sensibilité, je pense, à l'état psychologique qui fait que sur des commerces qui peuvent donner du bonheur quelque part, parce que quand on va acheter un livre ou quand on va chez le coiffeur, on est aussi dans un moment de détente et c'est ça qui a voulu être souligné par cette ouverture. Est-ce que d'autres professions, les auto-écoles, je pense particulièrement à cette profession, vont passer essentielles, selon vous ? On verra là dans les jours qui viennent, parce que vous vous doutez bien qu'il y a énormément de discussions et il faut aussi que la machine ne s'arrête pas complètement, donc il continue à y avoir un certain nombre de discussions et puis les préfets prendront un certain nombre d'arrêtés aussi particuliers suivant les départements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la règle. Voilà, on ne contraint pas par rapport à se promener à l'extérieur. Voilà. Quand on est dehors, qu'il y a de la place, qu'il y a de l'espace, on peut sortir. Par contre, on ne va pas dans les magasins, sauf si on doit faire ses courses pour manger, et c'est tout. Et c'est encore une fois, ce confinement aussi un appel à la responsabilité collective. On le fait pour nos soignants, pour que l'hôpital n'explose pas, mais il faut aussi casser collectivement et comprendre qu'on a besoin de casser la progression du variant anglais qu'on voit progresser encore une fois de 30% ces 15 derniers jours sur le département de l'Île-de-France. Et j'imagine que cela passe aussi par la vaccination. Dernière question, le gouvernement a promis l'accélération de la vaccination, une nouvelle fois. Le vaccin AstraZeneca, justement, dans l'actualité, peut de nouveau être injecté depuis ce vendredi après-midi. Va-t-il y avoir de nouveaux centres de vaccination, en particulier dans les Yvelines? Mais également, est-ce que des professionnels comme les infirmières à domicile, les infirmières libérales, vont-elles pouvoir, elles aussi, vacciner? Alors, des décrets sont passés déjà pour que les pharmaciens puissent vacciner. Donc c'est la prochaine étape de vaccination avec le retour d'AstraZeneca qui fait que les vaccins et les médecins généralistes vont pouvoir vacciner. Il y a progressivement des centres qui ouvrent dans les villes des Yvelines. On le voit sur Saint-Quentin en Yvelines. Le centre Covid du Vélodrome va doubler sa capacité. On va passer à 2000 vaccinations par jour en possibilité. Donc il y a une vraie accélération. On a vu les 2 derniers week-ends. Il y a eu 2000 vaccinations qui ont été faites sur Saint-Quentin. 13 000 en tout, précisément. Oui, l'accélération, elle est là. Et encore une fois, je pense que on le voit bien dans les déclarations que les élus du département ont fait tout à l'heure au début de votre reportage. On est vraiment tous concentrés sur la situation sanitaire. Il faut vacciner le plus rapidement possible pour tenir cet objectif des 10 millions de Français vaccinés au mois de mai, puis 20 000, puis 30 000, pour que cet été, voilà, l'histoire du virus, on l'espère tous, soit vraiment derrière nous. On l'espère, en effet. Merci Didier Béchère, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines, d'avoir été avec nous sur ce plateau du C'est Tout Week-end. L'actualité, c'est aussi la visite du président du Sénat dans les Yvelines. Gérard Larcher s'est rendu ce vendredi 19 mars au centre de vaccination de Rambouillet. Il est venu constater l'avancée de la vaccination. Reportage de Grégory Canalé.
Depuis le 18 janvier, la salle Patenôtre de Rambouillet s'est transformée en un centre de vaccination. Elle fait partie des 13 sites désormais effectifs dans le département. Ce vendredi 19 mars, le président du Sénat, Gérard Larcher, a rencontré sur place les acteurs de terrain. L'objectif, faire le bilan de 2 mois de campagne de vaccination dans le Sud-Yvelines. Premier constat, s'il n'y avait pas les collectivités territoriales, s'il n'y avait pas les professionnels de santé, s'il n'y avait pas un centre hospitalier, on voit bien que ce qui se passe ici ne serait pas possible. Et j'y ajoute les bénévoles. À Rambouillet, plus de 5000 personnes ont pu être vaccinées, mais les élus locaux souhaitent que la campagne s'accélère davantage. Nous le savons, la vaccination est le moyen le plus certain pour éradiquer ce virus et que nous avons besoin d'être entendus pour assouplir la façon de vacciner, de façon à pouvoir vacciner en masse. C'est l'attente de la population et ça, nous l'entendons tous les jours. Ce que j'ai retenu ce matin, c'est que si on ne change pas, si on ne fait pas évoluer la méthode, nous n'atteindrons pas l'objectif que d'ailleurs le président de la République a fixé. Et je pense que c'est un objectif que nous devons avoir en partage. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre 30 millions de personnes vaccinées à l'été. Dans le département, plus de 96 000 Yvelinois ont reçu une première injection. Pour continuer à parler des nouvelles annonces du gouvernement et de ce confinement 7 jours sur 7, nous accueillons notre deuxième invité en visioconférence avec nous, Fabien Leduigou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire au sein du syndicat scolaire SNES-FSU dans les Yvelines. Tout d'abord, je le rappelle, les établissements scolaires, écoles au collège restent ouverts. Ce sont les nouvelles annonces. Comment avez-vous réagi justement à ces nouvelles annonces? Est-ce que c'est un soulagement, une inquiétude supplémentaire? Alors c'est davantage une inquiétude puisque on nous dit que la pandémie s'accélère, que la situation se dégrade. On a eu un CHSCT d'ailleurs dans les Yvelines jeudi. Et les chiffres qu'on nous a annoncés sont pas très bons. Donc il y a eu 63 classes et 3 établissements qui ont été fermés, 14 classes actuellement, enfin mardi dernier, qui étaient fermées, et on annonce donc à peu près entre 120 et 150 cas positifs par jour dans les établissements scolaires. Donc non, c'est plutôt une inquiétude du fait que, alors pas que les écoles et collèges restent ouverts, ça c'est un soulagement. On a toujours défendu l'ouverture des établissements. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de renforcement des protocoles sanitaires, ça c'est inquiétant. Et justement, l'autre annonce concernant la scolarité, ce sont les lycées qui doivent désormais obligatoirement passer en demi-jauge. Que pensez-vous de cette annonce ? Alors, je dirais le côté positif, c'est qu'enfin, on a droit à un cadrage national. Ça fait depuis le début de l'année qu'on demande un cadrage national sur les aménagements d'organisation des enseignements. Pour rappel, dans les lycées, depuis le mois de novembre, et on a réussi à l'obtenir par des luttes et des collègues en grève, etc. C'était la possibilité pour les proviseurs donc de lycée d'aménager effectivement l'enseignement en passant en demi-groupe, soit semaine 1, semaine 2, soit matin, après-midi. Mais en fait, c'est les chefs d'établissement qui avaient la possibilité de le faire. Et en fait, il y avait du coup des inégalités entre lycées, puisque certains lycées étaient en 100% présentiel, alors que d'autres avaient aménagé des enseignements hybrides. Depuis le mois de janvier et surtout au mois de mars, encouragé d'ailleurs par la direction académique des Yvelines, les chefs d'établissement voulaient revenir en fait en 100% présentiel. Quelquefois d'ailleurs, sans consulter les personnels, sans faire un vote au CA. Au moins là, il y a un cadrage national. Après, concrètement, on ne sait pas ce qui va se passer. On va évoquer quand même la dernière annonce sur l'éducation physique et sportive sur le temps scolaire. Jean Castex a déclaré que ça pourrait reprendre normalement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce et comment vous allez vous organiser ? Alors, dans les lycées, normalement, ça veut dire que désormais, les cours de PS pourront aussi avoir lieu en milieu fermé, dans les gymnases par exemple. Alors, on sait que depuis, effectivement, que les profs de PS devaient faire uniquement leurs cours en extérieur, c'était très compliqué parce que, clairement, il n'y avait pas forcément les infrastructures suffisantes pour accueillir tous les élèves. Donc, dans les lycées qui seront en demi-jauge, du coup en demi-groupe, je pense que ça sera faisable et possible. Mais dans les collèges, des groupes à plus de 30 élèves enfermés dans les gymnases, je suis pas sûr que les protocoles pourront vraiment être respectés. Donc on a une inquiétude sur les collèges et d'ailleurs nous ce qu'on regrette c'est qu'il y ait seulement les lycées qui aient eu cette possibilité, donc cette obligation de passer en demi-jauge. Il aurait fallu aussi que les collèges puissent avoir cette modalité d'organisation des enseignements. Merci Fabien Leduigou d'avoir été avec nous par visioconférence et je rappelle que vous êtes le co-secrétaire au sein du syndicat SNES-FSU dans le 78. Merci.
On change de sujet à présent, malgré le confinement qui entre en vigueur ce vendredi soir. Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs qui restent possibles pour ce week-end. Cette semaine, nous allons essayer de vous faire un peu rêver, surtout en cette période où on en a bien besoin. À 32 ans, Mehdi Haït El Hossein veut faire de sa passion son métier. Ce Montessonais va obtenir un bac+2 magie, un diplôme très sérieux puisqu'il est reconnu par l'État depuis 2018. Un montage de Lucas Audard. Ce tour de magie, Mehdi Haït El Hossein le connaît depuis longtemps. Ce jeune homme de 32 ans est magicien semi-professionnel. Dans quelques mois, il obtiendra un diplôme niveau bac+2 reconnu par l'État depuis 2018. C'est un plus pour mes clients, se dire ah oui, lui il a un diplôme de magicien, il est reconnu en tant que magicien pro. L'école de magie se trouve au Double Fond, un café-théâtre du 4e arrondissement de Paris. Les professeurs de magie retravaillent les tours avec leurs élèves jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Pour l'instant, Mehdi Haït El Hossein est chargé de mission pour les établissements scolaires pour la mairie de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. En parallèle, il travaille à la création de spectacles. Il y a un spectacle adulte où on a allié l'impro et la magie qui est vraiment super, qu'on a travaillé. J'ai beaucoup de spectacles aussi pour enfants, j'en ai 5-6. Donc j'ai pas mal de choses qui sont prêtes et qui demandent du public. Ah, Valentin, j'ai retrouvé ton nez. Oh, merci, mais non, c'est pas mon nez, j'en ai pas. On met une banane dans le sac. Voilà, Valentin, je pose le sac ici, ça te dérange pas et on prend cette... Ah! Ça recommence. Attendez. Oh là là, on a déjà mis une banane. Elle s'est transformée dans le sac. Bien évidemment, il y a là. Une fois magicien professionnel, Mehdi Haït El Hossein aimerait proposer des spectacles de magie autour du bien vivre ensemble. Que ce soit le harcèlement scolaire ou l'échec scolaire ou aussi tout ce qui est sur la personne comme l'homophobie, sur beaucoup de sujets assez durs, mettre de la magie dedans pour faire passer un message aux jeunes. Pour l'instant, les spectacles de ce Montessonais sont à l'arrêt le temps de la crise sanitaire. Inoffensifs pour l'environnement, les produits ménagers Merlin ont été inventés par un Versaillais. Sous forme de sachet, il y a seulement 4 ingrédients dedans. Le principe, diluer les actifs avec de l'eau. Les images de Justine Brasier. Un tensioactif, du carbonate de sodium, du citrate de sodium et des huiles essentielles. 4 ingrédients pour fabriquer un produit ménager dégraissant. Merlin, le prêt-à-frotter écologique, a été créé par un Versaillais. Il se présente sous forme de sachet contenant des principes actifs en poudre à diluer chez soi. Il suffit de 2 cuillères à café de ces principes actifs mélangés à 500 ml d'eau et de secouer. Merlin, c'est l'idée de changer un peu la donne sur les produits d'entretien. Aujourd'hui, un produit d'entretien classique, c'est beaucoup d'eau, et puis avec des substances qui sont parfois dangereuses. Donc l'idée, c'est de changer la donne et de dire, allons à l'essentiel, ne vendons que les actifs, sous la forme d'une poudre, le format le plus pur possible, que l'on dilue à la maison. Ajoutez à cela, les principes actifs sont vendus dans un mini sachet en vrac recyclable et 80% des ingrédients sont issus de la valorisation des biodéchets. Cet ancien salarié en marketing a eu une prise de conscience lors d'une expérience de volontariat à Haïti. Là-bas, il fallait gérer nous-mêmes nos déchets. Donc forcément, quand on gère soi-même ses déchets, on se pose tout de suite la question, j'achète ce produit-là, qu'est-ce que je vais en faire une fois que ça sera terminé? De ça, forcément, quand on est rentré, j'ai eu envie d'agir, de contribuer par ce que je faisais, et d'abord en changeant ma consommation. Réduire l'impact écologique en achetant français et en utilisant des matières renouvelables, voilà l'idée du produit. La marque Merlin n'est pas encore commercialisée, mais Maxime Giroux a créé une campagne de financement participatif sur Ulule. Et après la campagne, ça sera disponible en e-commerce et j'espère très vite dans des boutiques bio. Le fondateur de Merlin participe en parallèle au concours de la fabrique Aviva dont il a passé la première phase. La deuxième se tiendra le 23 mars prochain. Objectif, récolter 60 000 €. On en parlait déjà en décembre, les jeux de société font leur grand retour sur les tables des Yvelinois. Cela tombe bien puisqu'une boutique de jeux de société va bientôt ouvrir dans les prochains mois à Montigny-le-Bretonneux. Kevin Armengod, bonsoir.
Bonsoir Célia. Vous êtes le gérant du coup de cette nouvelle boutique qui s'appellera Des rires et des jeux. En ce moment, vous bénéficiez d'une campagne participative de financement sur Game on Tabletop. Vous avez collecté plus de 5 900 €. Combien d'argent il vous faudrait pour ouvrir la boutique sereinement ? J'ai quand même réussi à acquérir suffisamment de fonds pour pouvoir ouvrir la boutique. Maintenant, c'est vrai que pour être vraiment serein, il faudrait qu'on réussisse à collecter un petit peu plus, on va dire. Bon, voilà, si on arrive à atteindre les 8 000 €, on devrait déjà être un peu plus tranquille et réussir à ouvrir assez sereinement et voir venir les premiers mois. Vous comptez ouvrir bientôt, dans le mois d'avril, mois de mai ? La date exacte, si vous l'avez. Si tout se passe bien, on pourrait ouvrir normalement fin avril, début mai. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir ouvrir plus tôt. Malheureusement, on a eu quelques petits imprévus, quelques petites choses qui n'étaient pas prévues au programme et qui finalement nous font prendre un petit peu de retard. Mais bon, normalement, on devrait réussir à ouvrir normalement fin avril. Dans votre boutique, il y aura à peu près combien de jeux de société disponibles à la vente ? Alors dans la boutique, il y aura un peu plus de 1500 références, sachant que ça ira aussi bien du jeu de société classique en allant jusqu'aux jeux de figurines, aux jeux de cartes, et également aux jeux de rôle papier comme Donjons et Dragons par exemple, qui est parmi les plus connus. L'industrie du jeu attire quel type de public finalement qui va venir dans votre boutique ? C'est vrai que pendant un moment, on avait un public qui était assez restreint, c'était un peu public de niche, mais de plus en plus, grâce à la Covid, entre guillemets, le public en fait s'est intéressé aux nouveaux jeux et on a un public donc beaucoup plus large. On commence à avoir vraiment le grand public qui s'intéresse beaucoup plus, même aux jeux de rôle par exemple, qui était vraiment énormément ciblé. Aujourd'hui, on a vraiment tout un public beaucoup plus important qui se dirige vers les jeux et même si avant on était vraiment sur des gens qui étaient très spécialisés. Maintenant, je pense qu'on peut avoir un public qui est beaucoup plus néophyte, peut-être dans les jeux un peu plus experts et plus ciblés. Pourquoi ouvrir une boutique dans Montigny, à Montigny-le-Bretonneux ? Parce que je me suis dit qu'il y avait des étudiants, que c'était peut-être intéressant d'aller toucher un peu cette cible. Et plus j'ai creusé, plus je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de public autour. Il y avait des clubs qui justement sont très demandeurs, qui aujourd'hui n'ont pas trop le choix. Ils doivent aller soit à Versailles, soit sur Paris. Et c'est vrai que d'avoir une boutique un peu plus proche de chez eux, ça leur ferait bien plaisir. C'est pas un pari risqué un peu d'ouvrir une boutique en pleine crise sanitaire ? Ça aurait été un pari extrêmement risqué si je n'avais fait qu'une boutique physique, mais j'ai fait le choix de faire en plus une boutique en ligne avec un petit service supplémentaire, un service de livraison à domicile qui sera fait par mes soins en soirée. Donc c'est quelque chose qui, je pense, peut avoir une plus-value et qui peut intéresser les gens. Surtout que cette crise sanitaire, même si elle pose quelques soucis à beaucoup de commerces, pour ce qui est des jeux, en l'occurrence, elle a tendance plutôt à pas mal aider, dans le sens où les gens ont énormément de temps, que ce soit avec les premiers confinements qu'on a eus ou avec le couvre-feu. Les gens ont plus de temps et se retrouvent beaucoup plus souvent autour d'une table et ont besoin justement de jeux pour pouvoir rêver, pour pouvoir essayer de supporter un peu cette situation qui est quand même très difficile à vivre pour nous tous. On va parler un peu de vous. Vous étiez chef de projet. Pourquoi finalement devenir gérant d'une boutique de jeux de société ? Ça fait déjà 10 ans en fait que je rêve d'ouvrir ma propre boutique de jeux de société. Et c'est vrai que pendant un moment, je ne pensais pas être capable parce que je n'avais pas forcément les compétences, parce que je n'avais pas forcément les moyens. Et finalement, au bout de 10 ans à réfléchir, à rêver, je pense que le confinement m'a pas mal aidé, le premier confinement, puisqu'il m'a permis de réfléchir, de me dire qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, je n'ai pas encore de famille, je n'ai pas encore donc de responsabilité vis-à-vis d'enfants ou autres, et je suis donc beaucoup plus libre de pouvoir prendre du temps pour faire ça. Et aujourd'hui, j'ai plus de compétences, j'ai plus de moyens. Donc je me suis dit, c'est vraiment le moment pour me lancer. C'est un moment aussi qui, comme je l'ai dit, est plutôt utile pour les jeux, qui pour le moment leur réussit plutôt pas mal. Donc pour moi, c'était vraiment le moment qu'il fallait choisir pour pouvoir se lancer. Et quel est votre jeu de société préféré ?
Ça, c'est une très vaste question. On serait compliqué d'y répondre. Mais je dirais que en termes de jeux de société, vraiment à proprement parler, je suis très tourné vers Seven Wonders Duel, qui est un jeu qui permet de s'opposer donc à une autre personne et qui demande énormément de réflexion, qui demande beaucoup de concentration parce qu'il faut aussi regarder ce que fait l'adversaire, il faut réagir en fonction de lui. Et sinon, si on se tourne plus vers les jeux de rôle, parce que j'ai une grosse passion pour les jeux de rôle, je dirais que c'est le jeu Knight, qui est un jeu qui propulse les gens dans un monde apocalyptique dans lequel ils vont devoir incarner des chevaliers avec des armures high-tech pour pouvoir lutter contre les ténèbres. Et c'est assez extraordinaire à vivre, très épique. Merci beaucoup, Kevin Armengol, d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi et même confiné. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée.